Bonjour à tous et à toutes. Alors, ce n'est pas une surprise, vous savez que le 20 janvier prochain, donc le 20 janvier 2025, Donald Trump reprend donc les rênes de la Maison-Blanche. Et soyons très clairs, il ne nous fera pas de cadeaux. Et c'est vrai qu'avec son retour, une question se pose, est-ce que la corruption à l'américaine, et oui, ou devrais-je dire même le fameux lobbying, est-il en train de devenir un modèle? Alors, mes confrères du Figaro y reviennent en détail et ce qu'on y lit fait plutôt froid dans le dos. En effet, aux États-Unis, financer une campagne électorale, c'est un jeu qu'on pourrait qualifier de sans limite, dans le sens où les entreprises, elles peuvent injecter des millions de dollars dans les caisses des candidats qu'elles soutiennent. Et une fois qu'ils sont élus, ces mêmes candidats rendent l'appareil, évidemment, en plaçant leurs alliés ou en modifiant les règles du jeu à leur avantage. Alors prenez Mar-a-Lago, la résidence ultra luxueuse de notre ami Trump en Floride. C'est devenu un véritable défilé de patrons de grandes entreprises venus, entre guillemets, remercier le président pour ses innombrables coups de pouce. Et d'ailleurs, un patron français, à nouveau cité par mes confrères du Figaro, résume parfaitement la situation. Ce qu'on appelle lobbying aux États-Unis, on appellerait ça corruption ici, fin de citation. Et il a raison, ce patron. Un exemple frappant. Assister, par exemple, à l'investiture de Trump ce 20 janvier coûtera 1 million de dollars. Oui, vous avez bien entendu, c'est une somme astronomique, mais qui reste une goutte d'eau pour des mastodontes comme Mark Zuckerberg, le patron de Meta, ou Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Mais derrière ces millions de dollars qui circulent, il y a une question qui se pose. Est-ce que l'Amérique est encore une démocratie? Ou est-ce déjà une plutocratie, c'est-à-dire un gouvernement gouverné, dirigé par et pour les ultra-riches, les 1%? Mais ça, ce n'est rien comparé au véritable coup de génie, ou alors de cynisme, c'est à vous de choisir, de Trump. Le Bitcoin. Là, accrochez-vous, parce que l'histoire vaut le détour. Savez-vous que pendant sa campagne, Trump a récolté 135 millions de dollars de la part des partisans des crypto-monnaies? Alors jusque-là, il n'y a rien de choquant puisque je viens de le dire, les campagnes coûtent cher et tout le monde joue le jeu aux États-Unis. Oui, sauf que voilà, une fois élu, Trump n'a pas perdu de temps. Il a placé immédiatement des experts pro-Bitcoin à des postes stratégiques au gouvernement et il a d'ailleurs commencé à faire circuler une rumeur explosive. L'État fédéral américain, donc, pourrait acheter des bitcoins pour en faire une réserve stratégique, un peu comme il l'a fait déjà avec le pétrole. Alors pourquoi est-ce que c'est énorme comme information? Mais parce que contrairement à une monnaie classique, il n'y a qu'une quantité limitée de bitcoins en circulation. Et si un acteur aussi gros que l'État américain commence à en acheter, vous avez compris, ça fait exploser la demande et donc les prix. Bingo, le Bitcoin a d'ailleurs dépassé les 100 000 dollars, ce qui est un record historique. Alors, qui s'en est mis plein les poches ou les ponnes, si vous me permettez l'expression? Les gros investisseurs en crypto-monnaie, ceux-là même qui ont soutenu, évidemment, notre ami Trump. Et certains vivent peut-être en Europe, ici même en Belgique ou en France, et ont déjà trinqué à cette hausse spectaculaire pendant les fêtes. Mais attention, parce qu'il y a un autre joueur dans cette partie, et c'est le contribuable américain. Oui, parce que si l'État achète du Bitcoin à des prix aussi élevés, c'est avec de l'argent public américain. Autrement dit, chaque citoyen américain finance indirectement cette énorme opération spéculative. Alors, faut-il saluer l'audace de Trump ou au contraire dénoncer sa manipulation? Alors, ce qui est sûr, c'est que ce hold-up, il n'y a pas d'autre terme, économique, montre à quel point le cynisme peut devenir une arme redoutable. Et ce cynisme, Trump va l'appliquer dans tous les domaines. Et donc, c'est vrai, l'Europe doit se préparer parce que le deuxième mandat ne sera pas qu'un show, il sera aussi un défi économique et géopolitique majeur. Sur ce, merci pour votre écoute.